Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette émission, eh bien, on va pas parler des qui veut être mon associé, on va parler des SCPI, tu as vu le titre, et on va pas forcément se marrer. Enfin moi oui, mais peut-être pas toi. Donc reste bien jusqu'à la fin, le sujet va t'intéresser. Normalement cette émission ne devrait pas être trop longue. Avant d'attaquer, laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu m'écoutes, parce que ça m'aide énormément et ce podcast sans toi, il n'existerait pas. Et je dois, avant même d'attaquer, te remercier parce qu'on est toujours autant nombreux, ça me fait toujours autant plaisir de les faire. Et à chaque fois, finalement, je trouve des sujets, etc. Et c'est vraiment bien, quoi. Voilà, merci, c'est grâce à toi. Et comme je l'ai toujours dit, ce podcast, il m'apporte autant à toi qu'à moi. Donc, merci pour tout. Allez, juste un dernier mot et après on pourra attaquer parce que tu sais que c'est l'usage. Tu peux aller sur immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet livres, il y a mes livres. Dans l'onglet formation, il y a mes formations. Et dans l'onglet coaching, tu peux réserver une demi-heure, 1 heure de coaching avec moi où on travaille sur ton projet. Je ne suis pas inquiet, je te laisse chercher, tu vas trouver. Bon, c'est bon, je pense que tu as compris. On y va direct avant que je te passe le matériel de base de cette émission qui est un léger passage de BFM Business. Eh bien, je voudrais quand même te préciser que c'est le pur hasard qui m'amène à produire une émission sur les SCPI. Si tu le sais ou peut-être ou pas, j'en sais rien, mais je ne suis pas du tout un fan de SCPI, alors que c'est vraiment un support que tout le monde te propose et que tous les financiers vont avoir à la bouche lorsqu'il va être question de placer ton argent. Cette émission, elle va se décomposer de plusieurs manières et elle n'aura pas pour but de te décourager dans ton investissement dans une SCPI de quelque sorte qu'il soit, mais elle aura pour but, l'émission, de te faire réfléchir sur ces sujets, de te montrer pourquoi je déteste les SCPI, pourquoi forcément, de mon conseil, je ne te ferai jamais investir dans une SCPI. Et enfin, on va quand même se demander si on doit le faire, dans quelles conditions on le fait pour que ce soit à ton avantage. Et tu verras que si tu appliques mes conditions sur les SCPI, tout de suite, c'est beaucoup moins intéressant. Sans plus de transition, on va commencer avec le passage qui nous intéresse et au fur et à mesure, on va construire un raisonnement autour de ce placement qui est vraiment devenu à la mode ces dernières années et qui malheureusement n'est pas ce qu'il paraît. On va démarrer avec trop d'impôts. Trop d'impôts qui tuent l'impôt. Trop d'impôts tue l'impôt. Ça pourrait être la conclusion du rapport sur la fiscalité locative qui a été rendu par Anaïg Lemeur et Iñaki Echaniz, 2 députés qui sont habitués des rapports sur l'investissement locatif résidentiel. Ce sont eux qui sont à l'origine des réformes sur notamment les locations de type court durée, type Airbnb. Moi, ma conclusion à la lecture de ce rapport, c'est qu'on n'est pas prêt de gagner du blé avec l'immobilier résidentiel en France. Les 2 députés se sont amusés, ont fait l'exercice de regarder combien rapportait l'investissement sur 12 ans dans un appartement de type T1, 40 mètres carrés, qui correspond au bien le plus demandé dans 4 villes représentatives d'une forte demande locative, Montpellier, La Rochelle, Annecy et le 13e arrondissement de Paris. Eh bien, pour un T1 de 40 mètres carrés, en moyenne, ça vous coûte 40 points de base par an. Ça ne vous rapporte rien, ça vous coûte. C'est-à-dire que vous achetez votre bien, vous payez l'agence, le notaire, la banque, vous faites vos travaux, vous cherchez un locataire, vous souscrivez une garantie loyer impayé, vous payez la taxe foncière et malgré les loyers, vous perdez de l'argent. Pour un projet à peu près à 100 000 euros, vous serez bien gentil de vouloir jeter 400 euros par la fenêtre. Dans le meilleur des cas, vous avez 2,5% de rendement locatif, mais il faut être dans le 13e arrondissement et être un ménage modeste, c'est-à-dire avec 11% de taux marginal d'imposition. Question: quel ménage avec 29 000 euros de revenus par an est propriétaire d'un 40 mètres carrés à Paris, dans le 13e, d'une valeur de 400 000 euros? Je la pose aux 2 députés. Bon, on va attaquer en douceur. D'abord, je veux situer notre interlocuteur, c'est assez important. La personne qui parle s'appelle Félix Baron. Il a monté une chaîne YouTube qui s'appelle Le Premier Million. Forcément, je l'aime bien puisqu'il s'est forcément inspiré de mon produit qui s'appelle 1 million. Et voilà, on est d'accord sur certaines choses. J'ai regardé 2-3 de ses vidéos et de son contenu. Après, on n'est pas dans la même veine. Je ne cherche pas à l'attaquer. Je pense simplement qu'on n'a pas la même manière de penser. Et tu verras par rapport à la conclusion de ce qu'il a à dire dans cette émission. Bon, ça c'est dit. Moi, c'est important pour moi que tu saches qui parle. A priori, il semblerait qu'il soit investisseur puisqu'il a appelé sa chaîne Le Premier Million et qu'il a dit qu'il allait maintenir cette chaîne jusqu'à ce qu'il fasse lui-même son premier million en rencontrant des gens
qui lui permettent de faire 1 million. Félix, si tu as envie que ça aille vite, viens me voir en fait. Après, si tu n'as pas envie de tricher, parce que peut-être que moi je suis un cheat code dans le monde de la finance, hein, mais continue à rencontrer des gens qui te proposent des trucs étranges. Voilà, chacun voit midi à sa porte. Personnellement, en tout cas, avec l'immobilier tel que je le pratique, ça peut aller relativement vite. Voilà, je dis ça, je dis rien. Bref, on va se concentrer maintenant sur le sujet. À savoir que il y a eu un rapport, effectivement, que j'ai sous les yeux pendant que je suis en train de te parler. Donc, tu peux le trouver sur Internet. Pour le trouver, il te suffit de taper. Alors, je vais te donner exactement les termes que j'ai tapés. Tu tapes rapport sur la fiscalité locative, Iñaki Echaniz. Donc, I-N-I-A-K-I-E-C-H-A-N-I-Z, avec un espace entre les deux. C'est l'un des 2 députés qui a fait ce rapport. Et donc, bon, je vais être transparent avec toi, je n'ai pas lu le rapport, je l'ai survolé. Mais par contre, en fait, alors déjà, je vais commencer par dire cela. Ce rapport, il fait une centaine de pages. Il faut avoir envie de lire une centaine de pages. Moi, demain, si je demandais un rapport, je demanderais un résumé du rapport. C'est-à-dire que je voudrais que ça se tienne en 3 pages. Tu vois, je n'accepterais pas d'avoir un rapport aussi long. Mais bon, bref, voilà. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'à la fin du rapport, dans l'annexe 1, tu as la liste des personnes qui ont été rencontrées. C'est très important de commencer par ça pour comprendre comment on arrive à la conclusion à laquelle on est arrivé. Pourquoi je te dis ça? Parce que en fait, dans les personnes rencontrées pour pouvoir faire ce rapport, nous avons les entreprises suivantes. Le groupe CDC Habitat, le groupe Action Logement. Nous avons Nexity, Bouygues Immobilier, Booking.com, Kinaos Asset Management et Touriz. Ok? Donc je vais être franc avec toi, je ne connais pas Touriz, je ne connais pas Kinaos, mais je connais tous les autres. On va commencer par le groupe CDC et le groupe Action Logement qui sont des HLM, qui achètent des biens sur le marché. Je vais juste te raconter une anecdote que j'ai vécue il n'y a pas très longtemps. Je suis en phase d'achat, donc on est en train d'acheter des biens et j'ai fait des offres sur des immeubles. Ok? Et les immeubles sur lesquels j'ai fait des offres se sont vendus à 50, 100 000 euros du prix affiché, à des rentabilités indécentes, c'est-à-dire que les acheteurs ont acheté les biens à des rentabilités entre 4 et 5%. Là où moi, j'ai fait des offres qui étaient largement inférieures au prix affiché. Et quand j'ai demandé à l'agence, mais qui achète à ces prix-là? Qui est assez débile pour acheter à ce prix-là? On m'a répondu, ce sont les HLM. Alors comme je suis un professionnel, les langues se délient. Peut-être que toi, en tant que particulier, on ne t'aurait pas dit ce que l'on m'a dit. Mais autant te dire que j'étais assez énervé quand j'ai su ça, parce qu'en fait, il y avait 3 propriétaires de 3 très beaux immeubles, et bien évidemment, les 3 ont vendu à des HLM, et j'étais en colère. Pourquoi? Parce qu'ils ont d'abord très mal acheté avec mon argent, donc ça m'énerve profondément d'acheter aussi mal avec de l'argent, mais forcément, moi demain, si tu me donnais des millions, que ce n'était pas mon argent, je pourrais me permettre de mettre un peu plus d'argent sur la table pour acquérir les biens qui m'intéressent, parce que du coup, l'argent m'a rien coûté. Enfin, je veux dire, l'argent que je dépense, c'est pas vraiment le mien. Tu vois, on me l'a filé. Il n'a pas vraiment la même valeur. Jamais de ma vie, au grand jamais, je n'aurais acheté au prix où ces HLM ont acheté. Donc déjà, c'est intéressant de voir que le rapport a été construit autour de gens qui ne savent pas acheter. Donc forcément, quand tu demandes à des gens qui ne savent pas acheter de l'immobilier comment ils achètent et comment ils rentabilisent les biens, déjà, ça ne peut pas marcher. Et ensuite, là où c'est encore plus intéressant, c'est qu'on a Nexity, Bouygues Immobilier, qui ici t'explique comment ils vendent aux particuliers, sachant que eux te vendent une carotte fiscale, donc c'est-à-dire qu'on t'explique en gros que tu vas faire une économie fiscale en échange d'un prix largement surévalué. Et là encore, les clients de ces groupes ne représentent en rien des vrais investisseurs, parce qu'en fait, on va voir des gens qui payent trop d'impôts, on leur vend la baisse d'impôts, et comme dans ce pays, les impôts sont le fond du problème et dont personne ne veut parler, eh bien on comprend très facilement qu'en définitive, ce rapport, je suis désolé de te le dire, mais pour moi, il n'a aucune valeur. Il n'a aucune valeur, pourquoi? Parce que je l'ai survolé. Et bien évidemment que le rapport est orienté, et le rapport se résumerait de la manière suivante: le Airbnb avec le statut de meublé gangrène l'offre locative. Mais sauf que ce que le rapport ne dit pas, et qu'on oublie totalement de mettre sur la table, c'est qu'aujourd'hui, les vrais investisseurs qui ont un peu d'argent à mettre dans l'immobilier, leur vrai argent qu'ils ont vraiment gagné, ils le mettent
parce qu'il y a du meublé et qu'ils arrivent un petit peu à optimiser leur fiscalité. Mais si on leur enlève le meublé, cet argent ne sera plus là en fait. Ça, ils ne veulent pas le comprendre. En fait, le problème de ce pays, c'est l'impôt. Que tu le veuilles ou non, on est dans un pays qui est trop fiscalisé et où les gens n'ont plus envie de faire des efforts pour des pécounettes, pour des miettes. On a envie d'avoir des retours sur investissement intéressants. Et là, on va placer notre argent, on va prendre des risques. Si tu prends un risque, tu le prends pour quelque chose. Personne, et c'est pas vrai, je défie quiconque de venir me dire l'opposé, personne ne prendra des risques avec son argent s'il n'y a pas un intérêt derrière. On fait les choses par intérêt. L'humain est gouverné par ses intérêts et c'est valable de manière générale. Générale, tu es gouverné par tes intérêts. Et si ce n'est pas des intérêts financiers, ce sont d'autres intérêts. Et ce qui m'énerve dans cette espèce d'hypocrisie générale dans laquelle on se trouve, c'est que l'immobilier locatif nu n'est pas gangréné par le Airbnb, il n'est pas gangréné par le statut de LMNP et de loueur meublé. Non, non, le statut de loueur meublé attire énormément de gens parce que la plupart des gens ne veulent pas payer l'impôt français. Et parce que dans ce pays, il y a 1200 à 1300 taxes et entre 6 et 700 niches fiscales. Tout le monde triche à son échelle. Et ça te plaît pas, c'est pareil. Je m'en fiche en fait de ce que tu penses, c'est la réalité. Moi je connais plein de gens qui ont des petits avantages, qu'ils font valoir et c'est comme ça qu'ils acceptent la situation. Mais la vérité c'est que la situation est inacceptable. Et la vraie vérité derrière ce rapport, je vais te la dire parce qu'elle n'est pas belle du tout, elle est que ils vont supprimer l'avantage du meublé et les gens ne mettront plus l'argent dans l'immobilier. C'est tout, c'est exactement comme ça que ça va se passer. Pourquoi ? Parce que ça n'est pas acceptable d'être autant fiscalisé. Et comme les gens n'ont pas envie de subir cette fiscalité, ils préféreront ne rien faire. Et tant qu'on ne baissera pas, tu sais, le terme inavouable dans ce pays, tant qu'on ne va pas accepter le fait qu'il faille baisser les impôts, baisser et pas augmenter, baisser, l'opposé, tu vois, le truc qu'on a du mal à faire, mais on restera comme ça. Parce que maintenant, je vais le dire haut et fort, je veux que les gens l'entendent. Moi, je suis confronté à ça. Je connais beaucoup de gens qui utilisent le statut meublé pour louer à l'année. Ça alors, on n'en parle pas. Mais pourquoi les gens font ça? C'est intéressant. Parce qu'en fait, les gens ne veulent pas payer l'impôt, c'est tout. Et il faut aller plus loin ensuite aussi, parce que le rapport, encore une fois, je l'ai survolé, donc peut-être qu'il en parle. Mais moi, je vous le dis, de ce que en tout cas j'ai lu, c'est clairement sous-entendu que le Airbnb gangrénise l'offre locative. Avant même qu'ils veuillent changer la fiscalité sur le Airbnb et le meublé, nous, on le voit avec l'agence, les gens, ils arrêtent le Airbnb. Nous, on fait un petit peu de Airbnb, c'est anecdotique. Et très honnêtement, je n'ai pas du tout envie de faire ça, ça ne m'intéresse pas. C'est trop de travail. Même quand tu prends une conciergerie, ça se passe mal. C'est un truc de fou. Donc en fait, on est là, on fait tout un rapport de 100 pages avec des tableaux en veux-tu, en voilà. Va le voir, tu verras, c'est un truc, c'est indigeste. Pour rien. Moi, je te le dis, c'est pour rien en fait. Tu vas avoir des vrais professionnels, tu parles avec eux. Quand je regarde la liste, l'élu territorial de ceci, le président de cela, mais allez parler avec les gens qui sont en première ligne, les gens du métier. Pourquoi vous allez voir des personnes qui sont déconnectées? Je ne comprends pas. En fait, je ne comprends pas tout ça en fait. Ça n'a aucun sens, ça n'a ni queue ni tête. Ça n'a aucun sens. Donc, c'est des retours de gens qui ne sont pas au réel. Mais pour moi, en tout cas, ils ne le sont pas. Alors, bien évidemment, voilà, on a vu des gens, voilà, c'est très bien, des gens de l'entre-soi qui se ressemblent. Mais au final, on n'a rien appris sur la réalité du marché. La réalité du marché, aujourd'hui, c'est que le Airbnb n'a pas besoin de qui que ce soit pour, de toute façon, être moins attrayant pour beaucoup de gens qui s'y frottent. Parce que la plupart des gens qui travaillent dans ce métier-là, le Airbnb, le saisonnier, ils s'usent très rapidement. Moi, dans mes relations autour de moi, j'ai une connaissance qui avait une conciergerie et elle l'a arrêté. Elle a arrêté, ça l'a gavé. Ça l'a gavé. C'est un métier très ingrat, très difficile. Et crois-moi, encore une fois, nous on en fait un petit peu, les gens qui viennent dans ton Airbnb se croient à l'hôtel.
C'est un enfer, c'est un enfer. Personne ne veut faire ça. Personne de normalement constitué veut faire du Airbnb. Et d'ailleurs, c'est très marrant, ça va faire écho à ce que je te disais tout à l'heure. Tu fais du Airbnb pour l'argent. Les gens qui se lancent là-dedans, ils le font en se disant on va gagner beaucoup de pognon. Et après, au bout d'un moment, ils finissent par se rendre compte qu'ils ont échangé un travail contre un autre. Alors qu'ils n'étaient pas là pour ça au départ. Donc tu vois, le marché se régule très bien tout seul. Il y a, dans notre pays, on a tendance à croire qu'il faut tout réguler, réglementer, mais en fait, le marché, il se régule de lui-même. Les gens ne sont pas bêtes. Les gens sont capables de comprendre par eux-mêmes que, en fait, si ils travaillent 35 heures par semaine chez un patron et qu'après, derrière, ils investissent dans l'immobilier, ils se mettent sur du Airbnb, ils gagnent pareil, mais ils travaillent 45 heures par semaine pour gérer leur appartement. Au bout d'un moment, ils vont se dire, attends, mais en fait, j'ai échangé un travail contre un autre. C'était pas ça le plan de départ. Parce que crois-moi, la plupart des gens qui se lancent dans le Airbnb, moi je le vois le plan de départ. C'est pas je vais travailler pour mes touristes qui viennent se balader dans mes appartements. Le plan c'est je vais faire du Airbnb en automatique et je vais aller sous le soleil pendant que mes appartements se feront gérer tout seuls par des machines. Mais ça, pour l'instant, ça ne marche pas. Voilà. Pour l'instant, ça ne marche pas. Donc, il y a toute une masse de personnes qui arrêtent parce que justement, comme j'ai dit tout à l'heure, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Voilà. Donc, je reviens maintenant à ce qui a été dit dans l'émission. En gros, ce rapport, moi, je n'ai pas vu les chiffres qui sont énumérés. Donc, on va faire les chiffres ensemble. Donc, en gros, le rapport dit que en immobilier, tu perds de l'argent en achetant un T1 de 40 mètres carrés dans le 13e à Paris. Et donc, je suis allé regarder. Donc, le 13e à Paris, qu'est-ce qu'on a? On a des appartements qui se louent entre 1200 et 2000 euros par mois. Je n'ai pas trouvé de 40 mètres carrés à la location. Je trouve des 33, des 35, des 50, des 42 mètres carrés. Je n'ai pas trouvé de 40 mètres carrés. On est entre 1200 et 2000 euros. Donc moi, j'ai fait 2000 moins 1200, ça fait 800. J'ai divisé 800 par 2, ça fait 400. J'ai fait 1200 plus 400 pour faire une moyenne, ça nous fait 1600. Donc tu fais 1600 x 12, ça fait 19 200 euros. Divisé par 400 000 euros, ça fait 0,04% de rentabilité immobilière. Je vais te dire les choses clairement. Félix, vraiment désolé, mais excuse-moi, je ne comprends pas que tu dises ça à la télé. N'importe quelle personne en immobilier qui s'intéresse un petit peu au marché immobilier sait que l'on n'achète jamais avec ce taux de rentabilité en immobilier. Quand tu achètes à 5% de rentabilité immobilière, tu perds de l'argent. Donc, je ne sais pas qui sont ces ministres. Iñaki et l'autre ministre, on s'en fiche. De toute façon, moi, je l'appelle tous Jean-François. Donc, Jean-François ministre 1 et Jean-François ministre 2. Je ne sais pas qui a fait ce rapport. Mais en fait, ça n'a aucune valeur en fait. Parce que personne n'achète de l'immobilier à ces prix-là. Les gens qui achètent à ces prix-là sont des gens qui achètent dans le neuf. Donc forcément qu'ils perdent de l'argent. Ils perdent de l'argent à tous les niveaux. J'ai vu passer un tableau dans leur rapport où ils disent « On a fait une simulation sur 12 ans hors amortissement du bien immobilier. » Bien sûr qu'on ne compte pas l'amortissement parce que tu amortis dans le néant. Tu as tellement acheté cher que tu as perdu de l'argent avant même d'avoir revendu. En fait, tu achètes à 400 000, ça vaut 200. Donc il ne fallait pas acheter déjà au départ. Donc si tu veux, en fait, on n'a même pas commencé l'émission. En fait, si tu veux, tout ce qu'il ne faut pas faire est résumé ici en fait. Et donc, oui, il y a des gens qui achètent dans ces prix-là. Parce qu'en fait, tu achètes à 5% quand c'est ta résidence principale. Donc là, à la question, qui investit à ces montants-là? La réponse est personne qui est éduqué financièrement. Voilà. Si tu as une éducation financière, tu n'achètes pas à ce prix-là. Si tu n'as pas d'éducation financière, alors ça ne veut pas dire que tu es un demeuré. Il y a beaucoup de gens très intelligents qui n'ont aucune éducation financière. Exemple, nos ministres. Ils sont très intelligents, mais aucune éducation financière. Il n'y a qu'à voir comment notre pays est géré et comment eux-mêmes gèrent leur patrimoine. Tu regardes leur déclaration de patrimoine, il n'y en a aucun qui a un patrimoine. Et ceux qui ont des patrimoines, on ne les aime pas. Moi, je les aime, mais les gens en moyenne ne les aiment pas. Bon, bref. Ce que j'essaye de te dire, c'est que de toute façon, c'est vérolé, puisque dès le départ, on s'intéresse à des personnes qui n'ont pas d'éducation financière. Donc, peu importe le listing de clients auxquels ils ont eu accès, les gens à qui on a vendu les biens sont des gens qui ne sont pas éduqués financièrement. Donc, à partir de là, qu'est-ce que tu parles de gagner de l'argent dans l'immobilier, puisque tu t'adresses à des gens qui ne cherchent pas à en gagner? En fait, on a ici un rapport sur les gens qui cherchent à avoir des économies fiscales. Mais ça tombe bien, le pays entier cherche à payer moins d'impôts. Il n'y a que nos ministres qui nous expliquent que en fait, c'est bien de payer des impôts pour les services publics. Donc bref, on est dans un marasme général. Et en fait, il a raison quand il dit au départ trop d'impôts tue l'impôt. On en est là aujourd'hui. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, l'immobilier souffre de manière générale. Mais regarde bien, parce que là, c'est que le début de ce que j'avais à te montrer. Tu vas voir que tout ça
est entretenu. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un système en France où tout le monde entretient un très bas niveau de connaissances financières. Mais attends, regarde, ça n'est que le début. Ce rapport et les conclusions de ce rapport, c'est un peu désespérant pour 2 raisons. D'abord, ça décourage tout le monde, absolument tout le monde d'investir en immobilier. Quand on voit que les rendements selon la tranche de marginale d'impôt, donc entre 11 et 45%, ça oscille entre moins 0,5 et allez, 2,53 dans le meilleur des cas, mais avec des conditions très compliquées à réunir. Donc ça décourage les gens et ça décourage surtout les plus riches. On va dire pauvres riches, mais mécaniquement, c'est quand même eux qui sont susceptibles de faire bouger le marché. Et c'est la deuxième raison qui est désespérante, c'est que ça bloque le marché. C'est-à-dire qu'à la place de faire de la location longue durée, les propriétaires ils vont faire de la location meublée courte durée, avec des rendements qui sont aux alentours de 3-4%. J'espère qu'ils ont le temps devant eux, parce que à 4%, pour se refaire la cerise, il faut 25 ans. Donc tu comprends bien que l'analyse elle est complètement fausse, et en plus ça passe à la télé. Donc je veux dire, voilà, bon, comme j'ai toujours dit, hein, quand 2 poubelles se rencontrent, ça fait de la merde. Voilà. Le problème il est là en fait, c'est que tu as des personnes comme ça qui arrivent, qui font une analyse qui est erronée, puisqu'en fait on n'a pas le fond des éléments. On a des personnes assises béatement devant un écran et qui boivent les paroles. Et comme il dit, les plus riches, mais les plus riches, en fait, c'est très intéressant. La dichotomie, pourtant, elle est affichée à l'écran. Le plus riche, il ne fait pas ça. Les plus riches font de l'immobilier comme la majorité n'en fait pas. Le plus riche, il fait comme moi. Comme il vient de dire, il faut 25 ans pour se refaire la cerise. Là où moi, l'apport, je le récupère tous les ans. Voire parfois même encore plus rapidement. Donc en fait, tu comprends bien que qu'est-ce qui crée l'écart entre ceux qui ont de l'argent et ceux qui n'ont pas d'argent? C'est la connaissance financière, l'éducation financière, la culture financière. Et regarde, en fait, c'est des détails, mais c'est tellement important. Tu es assis devant ta télé, il y a un mec qui te parle de tout ça. Et tu lui fais confiance. Tu te dis, il dit, j'ai lu le rapport. Il l'a dit. Hein. Moi, ma conclusion à la lecture de ce rapport… Et c'est tout le problème. Il l'a dit à la lecture de ce rapport, sa conclusion. Mais si sa conclusion, elle est fausse, est-ce que toi, tu vas aller télécharger le rapport et tu vas prendre le temps de le lire pour faire comme moi, à la regarder à la fin, qui ils ont consulté pour comprendre comment a été construit le rapport? Est-ce que tu te rends compte que ma conclusion est totalement différente de la sienne pour un élément? Et ça va encore plus loin que ça. Parce que peut-être que moi, ma conclusion, elle est fausse aussi. En réalité, moi aussi, j'essaye de t'influencer parce que tu verras que j'ai un message à te faire passer et tu vas être surpris. J'ai construit cette émission pour t'amener, bien évidemment, à la réponse à la question du titre. Mais là où je t'emmène maintenant, c'est quoi? C'est qu'en fait, tu n'as pas le droit d'écouter béatement quelqu'un, même moi, qui te parle de je ne sais quoi, tant que ça concerne ton argent. Sauf que là, le mec, il te dit… Ah ben oui, en fait, vous n'êtes pas capable de gagner de l'argent en immobilier parce que le rapport de 2 députés vous dit que… Donc attends, depuis quand les mecs qui nous dirigent gèrent bien l'argent? À quel moment les mecs qui nous dirigent nous ont montré qu'ils étaient capables de gérer de l'argent? Ça fait 40 ans qu'ils gèrent la France, on est en faillite. À quel moment Déjà, moi, quand j'entends un rapport de député, déjà j'ai tout qui s'éclaire dans ma tête, en mode attention, danger. Et quand derrière on me dit… Il s'agit d'argent, je me dis, oh là là, c'est terminé, ils n'auront pas mes sous. Et quoi qu'ils disent, je les écouterai pas. J'aurais même tendance à faire l'inverse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, là, pour moi, là, tout ce que tu es en train de dire, ça veut dire que si tu es malin et éduqué financièrement, il y a énormément d'argent à gagner en immobilier. Parce qu'en fait, regarde, c'est très clair en fait ce qui est en train de se passer. En fait, 90% des gens n'y comprennent rien. Voilà la vérité. Voilà pourquoi moi j'arrive à gagner de l'argent et la plupart des gens n'en gagnent pas. Parce qu'en fait, tout est dit en fait. Tu as un rapport de gens qui n'y comprennent rien, qui analysent des gens qui n'y comprennent rien. Et comme tous ces gens n'y comprennent rien de façon générale, on a un rapport qui veut déjà rien dire. Parce qu'en fait, tu t'intéresses à ceux qui ne gagnent pas d'argent. Ce qui serait intéressant, c'est allez-y les gars, faites un rapport sur les mecs qui gagnent de l'argent pour voir ce qu'ils achètent, ce qu'ils n'achètent pas, comment ils font pour acheter. Moi, si tu prenais mon patrimoine, qui, cela dit en passant, est largement consultable sur Internet. Je veux dire, un mec, un tant soit peu intelligent, il peut trouver facilement le patrimoine que je possède, tu vois. Tu t'intéresses à des mecs comme moi, tu viens faire une étude, te dire comment ce gars-là, il a réussi à faire ce qu'il a fait. Mais tu vas te dire, attends, mais oui, effectivement, il n'a pas de Pinel, il n'a jamais contacté Next City ou Bouygues Télécom et il n'est jamais allé les voir pour leur acheter quoi que ce soit. Et en plus, regarde, je fais le travail pour toi, je te le dis. Donc en réalité, tu pourrais, même toi, si tu prenais le temps de t'intéresser, eh bien, comprendre les bases de la mécanique qui font la différence. C'est pour ça que j'ai écrit des bouquins et que je propose plein de trucs différents, des formations, etc. Pour essayer de t'apprendre, en fait, pour essayer de t'aider à réfléchir différemment. Et bien sûr que c'est payant. Hein.
Bon, je vois déjà les gens qui disent ouais, mais c'est payant. Oui, ben oui. Regarde, t'as des députés qui sont payés à rien faire. Eux, ils sont payés avec ton fric sans que tu sois d'accord pour faire des rapports qui riment à rien. Tu peux bien payer un gars qui bosse correctement pour essayer de t'apprendre à gagner plus, non? Je sais pas. Bref, passons. L'idée, elle est de dire que quoi? Elle est de dire que quand il y a quelqu'un qui te parle d'argent, même moi, tu remets en question et tu réfléchis et tu vérifies. Tu mets pas ton argent béatement et bêtement sur des placements à 2 balles parce que ça te paraît bien et parce que tu as l'impression que tu vas économiser des impôts. Ça, c'est très débile. On est d'accord? Bon. Donc malheureusement, ici, je ne veux pas attaquer Félix Baron. Encore une fois, il a une chaîne et je pense que ce qu'il essaye de faire, c'est pas mal. Mais il y a un moment donné, tu vois, il faut déjà accepter qu'on pense tous de manière différente, premièrement. Et deuxièmement, il ne faut pas prendre les choses bêtement comme elles viennent. Et encore une fois, j'ai peut-être pas raison dans mon analyse. J'ai été honnête, moi j'ai survolé le rapport parce que ça me saoule, il y a trop de pages, c'est trop du blabla pour moi. J'ai lu certains passages, j'ai regardé certains tableaux, c'est bon, j'ai compris l'idée, tu vois. En fait, le problème, et on a tous le même défaut, hein, toi, moi, on est tous pareils. On a tendance à chercher ce que l'on veut trouver en fait. C'est un peu notre problème. Et d'ailleurs pour ça que sur Internet, des fois, tu n'as pas le bon mot-clé en fait et tu ne trouves pas ce que tu cherches. Parce que tu cherches ce que tu veux trouver et pas l'information dont tu as besoin. Et ça, c'est un biais psychologique. En fait, on va faire des raccourcis dans nos têtes. On va chercher à se convaincre que ce qu'on pense est vrai. On ne cherche pas la vérité en fait. On cherche à confirmer nos croyances. Et c'est très compliqué parce que du coup, on a tendance à s'orienter vers ce qu'on a envie de croire et pas parfois vers ce qui peut nous aider à nous élever et à aller vers de nouveaux horizons. Bref, on continue. Donc, on ne peut plus louer, on ne peut plus acheter. Et la proposition de réforme amenée par les députés, elle est lunaire. C'est augmenter l'abattement fiscal sur les recettes de la location nue longue durée de 30 à 40%. En doublant le plafond des recettes de 15 000 à 30 000 euros. Vous vous rendez compte la complexité de la solution proposée? Bon, là aussi, je vais vous surprendre. Hein. Ça va vous faire sourire ou pas d'ailleurs. Il a raison. Là, je suis d'accord avec lui. En fait, c'est un délire. Bon, là, je pense qu'on part dans des trucs, ça n'a plus aucun sens. Et vraiment, hein, je vous assure, j'ai vraiment la sensation qu'on va vers une complexification globale de l'immobilier. Je pense d'ailleurs que la situation qu'on est en train de vivre, elle est inédite. Le marché immobilier français est complètement coincé, sclérosé, bloqué, emploie le terme que tu veux, que à cause de décisions politiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, hein, si Jean-François ministre, Jean-François président, Jean-François qui tu veux, là, les mecs qui nous dirigent, là, les petits rois là-bas, s'il y en a un qui d'un coup a une neurone qui touche une autre de ses neurones, hein, parce qu'elles ont l'air un peu esselées chacun dans un coin du cerveau, si les neurones se touchent et qui décident par le plus grand des hasards de modifier, d'alléger, de revenir un peu en arrière sur toutes les lois qui nous ont pendus autour de l'immobilier, le marché immobilier repart les gars, ça repart, comme ça là, tac, on claque des doigts, boum, ça repart. Allez, on arrête les conneries, les lettres c'est bon les gars, vous oubliez, enfin, tu vois, on se relibère un peu de tout ça et boum, ça repart direct. Mais bon, apparemment les neurones ne veulent pas se toucher. Le flottement c'est bien, c'est cool. Bon bref, c'est quoi que je veux vous dire ? Moi, je pense que plus ça va se complexifier, plus ça va y avoir des opportunités. Parce qu'en fait, je pense que même eux-mêmes, à la fin, ils ne sauront plus comment ça marche. Et du coup, ça va être un joyeux bordel. Et dans joyeux bordel, il y a joyeux. T'as compris ? Magnéto Patrick. Un marché immobilier efficace, ça suppose la garantie de la liberté du contrat de bail. Vous avez un propriétaire, un locataire. Et quand il se serre la main, voilà, ça donne le niveau du loyer de marché. À partir du moment où vous plafonnez les loyers, où vous mettez des tranches, des régimes, des niches, vous créez les conditions de la crise du logement. Bon. Il y a quand même plein d'éléments où on est d'accord avec Félix, donc je suis tellement d'accord avec toi Félix, et juste pour te faire réfléchir, toi qui m'écoutes, sache que en Argentine, en 15 jours, il a réglé le problème de la crise du logement dans son pays, le nouveau président, simplement en supprimant toutes les lois. Voilà. Je lance une idée comme ça, si un Jean-François député, Jean-François président, Jean-François dirigeant, oh vous, les grands Jean-François très intelligents, si vous pouviez avoir vos deux neurones là, paf, elles se touchent entre vos deux yeux là, paf, une petite jonction de neurones là, tac, petit éclair d'intelligence et que vous vous disiez, ah ben tiens, on va tout supprimer et on va voir ce qui se passe. Je pense que tout le monde aurait une agréable surprise. Il y aurait énormément plus d'argent en immobilier en France. Ça repartirait de plus belle et d'un coup, on aurait tous plein de pognon, tous autant que nous sommes. Bon, je dis ça, je dis rien. Donc, il a complètement raison. Plus il y a de contraintes, moins il y a d'échanges. Et moins il y a de contraintes, plus il y a d'échanges. Il faut faire un choix. Apparemment, les Français, nous, on a choisi. Hein.
Voilà, si après ça, pour un investisseur, il reste un peu d'espoir, faites comme les milliardaires, les Dassault, les Niel, les Del Vecchio, allez vers les foncières cotées. Vous connaissez mon amour pour les foncières cotées, j'en parlais la semaine dernière. Au moins, ça rapporte. Ça me désespère de finir avec un crime contre tes finances personnelles. Donc là, Félix, carton rouge, tu sors, tu rejoueras pas pendant au moins 3 matchs. Si tu as besoin de réfléchir, jamais, au grand jamais, tu dis ça. Mais jamais. Le disque a rayé, ça a bugué, oui, il y a un bug total. La SCPI, mec, meuf, je sais pas, qui tu m'écoutes, ceux qui... Ne le faites jamais. Jamais vous achetez des SCPI. Le jour où tu achètes des SCPI, c'est à la fin. Tu es complètement bloqué, tu as débloqué des millions d'euros à la banque, tu es méga endetté, tu es méga riche, tu sais pas quoi en faire. Tu fais un deal avec ton banquier au coin d'une feuille en disant voilà, parce que le banquier il est parti pris dans l'opération et du coup tu dis bon allez c'est bon, je prends tes merdes là, et tu le fais parce que tu as négocié un truc. Mais jamais de ta vie t'achètes des SCPI, jamais. Alors je vais faire un live sur le sujet et il y aura bien évidemment les 2 émissions qui vont se contrebalancer, parce qu'ici je vais un peu plus aller en profondeur. On va attaquer maintenant le sujet des SCPI, c'est un vrai sujet pour moi. Je vois l'erreur qui est tellement faite qu'on va le traiter en plusieurs paliers. D'abord je vais t'expliquer comment fonctionne une SCPI, ce que c'est et comment ça marche. Et ensuite je vais t'expliquer pourquoi il ne faut surtout pas que tu en achètes, mais jamais, t'as compris hein. Et enfin je te dirai dans quel cadre tu peux éventuellement envisager le fait d'en prendre. Dans ce cadre-là, ça peut être éventuellement intéressant, mais tu verras que ça ne l'est pas en fait. Parce que de facto, si tu appliques les règles que je te donne, naturellement, tu n'auras pas envie d'investir dans des SCPI. Alors avant qu'on attaque le fond du sujet, il faut que tu comprennes une règle de base de l'argent, mais c'est une règle qui s'applique à tout. C'est que plus il y a de distance, donc je vais le dire autrement, plus il y a d'intermédiaires entre toi et ton argent, moins tu gagnes de l'argent. C'est à peu près logique, puisqu'il faut payer les intermédiaires. Donc comment fonctionne une SCPI ? Donc une SCPI, c'est en fait une gestion collective de biens immobiliers. En gros, il y a un gérant qui va monter une société, une SCPI, dans laquelle il va faire rentrer de l'argent, donc ton argent, mon argent, notre argent. Et avec cet argent, il va acheter des biens immobiliers. Et le deal, c'est quoi ? En gros, moi, gérant, je vais monter cette SCPI et je vais gérer pour toi les biens immobiliers. Ça va être entièrement passif. Tu n'auras rien à faire. Et donc, du coup, en échange de l'argent que tu me donnes, je vais te verser des revenus. Généralement, ces revenus, je te les verserai typiquement au trimestre. C'est comme ça que ça se pratique. Et l'énorme avantage que tu retires de tout ça, c'est que 1, ton argent, tous les trimestres, il travaille. Donc, tous les trimestres, il y a un retour sur investissement. 2, il y a en plus un deuxième effet qui se coule qui est lié à l'immobilier. Il y a une valorisation de ce que j'achète. Donc, en gros, moi, je vais acheter des biens immobiliers. Je vais les acheter 100. Demain, peut-être qu'ils vaudront 150, et s'ils valent 150, on se partagera cette valeur résiduelle que j'aurai acquise. Donc c'est de la plus-value latente, on appelle ça comme ça. Et ensuite, c'est quand même un autre avantage que l'on met souvent en avant pour les SCPI. Je ne vais pas acheter que des appartements comme toi tu aurais fait, je vais acheter des commerces, etc. parce que je m'entoure de professionnels. Et donc du coup, comme je suis entouré de professionnels, je vais créer de la diversification à laquelle tu n'aurais pas accès si tu l'avais fait tout seul. Voilà. L'autre élément, argument aussi, on va dire, tacite, qui n'est pas mis sur la table, mais que tu comprends et qui peut être pour toi un intérêt, c'est de dire comme on se mutualise, on va avoir finalement plus de moyens et donc on va acheter de plus gros immeubles, mieux placés, blablabla. Bon, blablabla quoi, parce qu'en fait c'est du blabla, on va en parler après, mais bon voilà. Donc il y a plein d'avantages qu'on va te mettre en avant, donc c'est plus facile à acheter. Parce que du coup, comme tu achètes des parts de société, au lieu de devoir sortir tout de suite 100 000 euros pour acheter un bien, en définitive, tu vas acheter par exemple 300 euros qui représentera une action d'une SCPI qui vaut des millions d'euros. Tu vois. Donc tu achètes une part de quelque chose et cette part, elle vaut moins cher. Ensuite, je te l'ai dit tout à l'heure, tu vas te diversifier au travers du fait que la société, elle a plusieurs types de biens. Ensuite, tu vas déléguer tout le travail qui est censé être fait par rapport à la détention de biens immobiliers, puisque la SCPI, elle va construire un système, donc soit avec des gestionnaires en interne qui vont gérer les biens, soit en déléguant. Et ensuite, tu vas avoir un revenu régulier au trimestre, puisque tous les trimestres, tu vas percevoir le fruit de tes loyers. Donc, il y a quand même des points négatifs que je vais te mettre sur la table maintenant. Il y a des frais qui peuvent parfois être assez importants, qui sont liés au fait que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a des intermédiaires à payer, donc il y a plus de frais. Il n'y a pas du tout de contrôle, on va quand même être franc avec toi, tu détiens des parts de SCPI, tu n'as pas de voix au chapitre,
C'est le gérant de la SCPI qui prend des décisions pour la société et pas toi. Donc, bon, ben voilà, hein, c'est-à-dire qu'en gros, si ça se passe mal mais qu'il décide de ne pas vendre, ben toi, tu continues à supporter le mal. Mais t'inquiète pas, je vais te le réexpliquer après autrement et tu vas mieux comprendre ce que ça veut dire. Ok. Il y a aussi un autre problème, c'est que tu ne détiens pas des biens, d'accord? Tu détiens des parts de SCPI. C'est-à-dire que demain, tu viens me voir et tu me dis, Nicolas, je veux te vendre des parts de SCPI. Ben non. Ben donc, à toi de à ta charge de les revendre. Parce que acheter quelque chose, c'est toujours facile. Revendre quelque chose, c'est pas la même, tu vois. Des parts de SCPI, moi perso, j'en veux pas, tu vois. Si tu viens me voir et tu me dis, ah, j'ai une super affaire, je te les vends moitié prix, non, toujours pas. Je te les vends le quart du prix, non, toujours pas. Un centième du prix, non, toujours pas, j'en veux toujours pas en fait. Je les veux pas tes trucs. Moi, j'en veux pas, tu vois. Même tu me les donnes, je suis pas sûr de les prendre. Parce qu'il y a un dernier point que je t'ai pas évoqué. Tout à l'heure, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit que tu achètes des parts de SCPI et que tu achètes 100, ça peut valoir 150 et tu te partages la plus-value latente. Mais s'il y a plus-value, il y a moins-value. Eh oui. Et donc, voilà, c'est vrai que non, c'est pas, tu vois. Donc maintenant, je t'explique. Parce qu'en fait, le problème de la SCPI, c'est pas vrai. Quand il te dit les grandes fortunes, elles font des SCPI, elles placent leur argent dans la SCPI, c'est pas vrai. Les grandes fortunes, elles montent une SCPI à laquelle tu prends part. Pour tout te dire, moi j'ai un banquier dans ma vie qui m'a un jour proposé de monter ma propre SCPI. Il m'a dit pourquoi vous n'en faites pas une vous? Parce qu'il m'a dit vous avez les compétences, vu le patrimoine que vous êtes fait et ce que vous êtes capable de faire en immobilier, vous feriez de l'argent avec une SCPI. On l'a proposé de le faire. J'ai pas voulu en fait. Pour l'instant, je suis pas prêt à faire ça. Je verrai. Un jour je le ferai, mais pas comme ça. Et je pense que je le ferai un jour. Je pense que je commence à y penser, vraiment. Sérieusement, je me dis, effectivement, mais je le ferai dans un autre cadre. Mais pas bon, bref, peu importe. Mais voilà la réalité, je veux que tu l'entendes. C'est que les mecs comme moi, je ne suis pas dans une SCPI classique. Je suis dans mon SCPI. C'est qui prend les décisions? C'est moi. Écoute-moi bien, tu n'as pas d'argent. Tu donnes ton argent à personne. Le seul qui doit prendre des décisions, c'est toi. Parce que quel est le problème maintenant avec ces SCPI de merde? Parce que c'est de la grosse merde, bordel. Tu mets pas ton argent là-dedans. Et quand je suis vulgaire, c'est que crois-moi, c'est important. Je suis jamais vulgaire. J'ai horreur de la vulgarité. Mais là, je veux que tu l'entendes. C'est pourri. Parce que ton banquier, il est partie prenante dans ces opérations. Quand un banquier à moi me dit « Viens, on fait une SCPI », c'est sous-entendu « Viens, toi et moi, on fait une SCPI, tu seras le gérant, je serai le financier, je te référence dans ma banque, je t'amène l'argent de mes clients et on fait du pognon, toi et moi. » Mais qui fait du pognon? C'est lui et moi, c'est pas toi. Toi, tu auras les miettes. Tu auras les miettes. Mais comme tu n'as pas de thunes, au départ, tu n'as pas les moyens d'avoir les miettes. Tu dois aller chercher ton argent. Et pour aller chercher ton argent, je vais te le dire, tu as un travail, eh ben, tu n'as pas de travail. Si tu as un travail, tu n'as pas de travail. Quand tu as deux boulots, là, tu commences à avoir du boulot. Est-ce que tu as compris ce que je suis en train de t'expliquer? Oui, je suis en train de te dire qu'à 35 heures par semaine, tu branles rien, mon cochon. Tu ne fais rien. Et oui, je suis vulgaire avec toi, parce que ça m'énerve les mecs. Ah ouais, mais moi, je travaille 40 heures par semaine, 35 heures par semaine. J'ai pas le temps. Mais tu as tout le temps du monde. Tu vas te bouger les fesses et investir ton argent, c'est tout. Et c'est un travail supplémentaire que tu dois faire. C'est pas comme si tu avais le choix. Parce que ton banquier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te vendre des SCPI et il va te faire un crédit. Mais là, la semaine dernière, il y a eu des décotes de SCPI jusqu'à moins 34% pour certaines. Moins 34%. Moi, je connais des gens, ils ont fait des crédits de 400 000 euros, t'entends? 400 000 euros de crédit pour acheter des SCPI, ok? Donc, quand tu as acheté, je vais faire le calcul avec toi en temps réel, tu as acheté pour 400 000 euros de SCPI et tu te prends une décote de moins 34% sur ta SCPI. Tes 400 000 euros, si tu revends les parts que tu as acheté 400 000 euros, tu les revends 264 000 euros. 264 000 euros, c'est inacceptable. Quand on n'a pas d'argent, on ne perd pas d'argent. On ne donne pas son argent pour une perte de quelque sorte qu'elle soit. Qui aujourd'hui a les moyens de perdre cet argent? Est-ce que tu te rends compte? Moi, je ne suis pas certain que qui que ce soit peut perdre cet argent. On parle quand même de 136 000 euros. Qui peut perdre 136 000 euros sur une décision financière parce qu'il n'a aucune culture financière? Personne. Et attends, c'est pire que ça. Parce que là, je te parle du cadre de la décote, parce que c'est quelque chose qui a eu lieu la semaine dernière. Mais demain, ta SCPI, elle a des locaux vacants. Ça arrive, ça aussi. Personne t'en parle de ça. La SCPI, elle a des lots vacants, elle n'arrive pas à les relouer. Par exemple, elle s'est enclavée dans l'immobilier de bureau.
Ah ben c'était la mode ces dernières années. Et puis on fait travailler. Parce qu'en fait, moi si je me maque avec un banquier, qu'est-ce qui va se passer? Le banquier va venir me voir, il va me dire bon, je t'ai aidé à monter ta SCPI. Tu vois là ce promoteur là, il a monté 1000 mètres carrés de bureau. Et j'aurais besoin que tu m'achètes 300 mètres carrés de bureau. Parce qu'en fait c'est nous qui l'avons financé et ça nous liquide les stocks. Et ça permet de faire tourner l'argent. Parce qu'après à un moment donné, quand tu travailles comme ça, maqué main dans la main, ben, faut renvoyer l'ascenseur, tu vois. Moi je pense que tu l'as compris. Hein. Moi je suis un mercenaire, je travaille seul. Je ne fais pas de cadeaux, c'est des affaires, je ne suis pas là pour faire des cadeaux à qui que ce soit. Si je monte une société, je la monterai avec l'accord de personne. Je ne travaillerai pas avec une banque, je prendrai mes propres décisions et je ferai gagner de l'argent à mes clients. Moi, je fais gagner de l'argent à mes clients. C'est comme ça que je fonctionne en fait. Moi, je fais gagner de l'argent à ceux qui me payent. Je ne fais pas gagner de l'argent à mes partenaires. Mes partenaires, c'est des collaborateurs et je les paye, tu vois. Je ne fais pas d'accord tacite que je te cache. Bref, ce que j'essaye de te dire, c'est que donc, si je avais monté cette SCPI avec ce banquier, ben, à un moment donné, il serait venu me voir pour essayer de me refourguer des bureaux parce qu'il les aurait financés. Et j'aurais dû lui dire non. Mais si je lui avais dit oui et que je me retrouve avec des locaux, en ce moment, il y a une crise des locaux de bureaux. Ben, les bureaux, ils auraient été vacants. Ça veut dire que les intérêts au trimestre que tu touches, ben, ils auraient été moins intéressants. Tu aurais peut-être touché moins d'argent que le montant du crédit. Mais si je commence à te donner des intérêts, donc à te donner le fruit des loyers au trimestre, mais si je commence à te donner les loyers, mais si je commence à te donner un montant de loyer largement inférieur au montant du crédit que tu payes sur tes SCPI, mais là tu vas plus être d'accord. Le deal de départ qui consistait à dire j'ai acheté des SCPI pour être tranquille parce que le montant des loyers que je touche au trimestre couvre les échéances de prêt que le banquier m'a fait pour gagner de l'argent. C'est-à-dire que je dors la nuit parce que je fais confiance à mon gérant de SCPI parce qu'en vérité j'ai acheté 400 000 et demain ça vaudra 500 000. Ben si un beau matin tu te réveilles que le montant des loyers que tu encaisses est largement inférieur au montant du crédit, c'est toi qui dois rallonger l'argent. Déjà tu dors plus la nuit. Mais en plus, tu vas voir la valorisation de ce que tu possèdes et le crédit de 400 000 euros où il te reste 360 000 euros à rembourser. Eh bien, en vérité, tu te rends compte que finalement, la valeur de la SCPI, elle est à 264 000 euros si tu arrives à revendre les parts. Ben là, ton super placement tranquille, à l'abri, ça devient une prison. Tu es en prison. Tu es coincé pour des SCPI pourris. Alors, je vais te dire, c'est très simple en fait. Je vais bien t'expliquer comment ça se passe. D'abord, on achète des SCPI quand on a de l'argent. On achète des SCPI quand on est très riche. À partir de 10 millions d'euros de patrimoine, tu peux commencer à te dire, allez, ouais, je vais prendre un peu de SCPI. Premièrement. Deuxièmement, jamais de crédit. Jamais de crédit pour de la SCPI. Jamais, 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 au grand jamais. Tu achètes avec un petit peu d'argent et, à mon sens, tu achètes avec 5% de tes flux financiers. 5%, ça représente quoi? Rien du tout. Et en réalité, quand tu vas faire les calculs, que tu vas le poser sur la table, 5% des flux que tu peux placer en SCPI, donc ce n'est même pas de l'argent que tu gagnes, c'est les flux que tu peux placer, que tu génères. Par exemple, on va dire que, allez, tu es un fou, tu arrives à épargner 1000 euros par mois et sur ces 1000 euros par mois qui sont destinés à être investis, eh ben, tu te dis, je vais placer 5% sur de la SCPI. C'est à peu près ce que tu dois pouvoir faire. Ben, d'accord? Ça veut dire que tu peux placer 50 euros. Mais en fait, qu'est-ce que tu t'en fous de placer 50 euros sur de la SCPI? Ça change tellement rien à ta vie que le placement ne vaut pas la peine d'être fait. Voilà, fin du game. Donc, la prochaine fois que tu entends un mec qui te conseille de placer de l'argent dans des SCPI, ben, malheureusement, donc Félix, je m'excuse parce que franchement, en plus, voilà, tu as l'air sympa. Il y a quand même pas mal de choses sur lesquelles on est d'accord. Donc, j'ai pas envie de te juger là-dessus. Mais moi, quand j'entends un mec qui me conseille sur des SCPI, ben, d'office, je le place dans la case mauvais conseiller financier, quoi. Voilà. Dès qu'on te parle de placer de l'argent sur de la SCPI, c'est un peu comme l'assurance vie, quoi. C'est de l'argent mort. Et j'ai jamais vu un mort qui avait de très bonnes performances physiques, quoi. Voilà, tu vois, c'est un peu ça l'image, quoi. Si tu veux que ton argent il produise de bonnes performances, ben, il faut qu'il soit en vie. Il faut qu'il court, tu vois. Quand tu mets ton argent dans de la SCPI ou dans de l'assurance vie, tu le mets dans un cercueil, il est mort. Voilà. Donc ces performances, ben, elles sont égales à 0. Après, tu fais ce que tu veux avec ça. Pour moi, c'était important de te faire cette émission pour que tu comprennes en fait que, en réalité, la plupart des gens qui te donnent des conseils financiers, ils ne comprennent rien, malheureusement. Et en plus, ils basent leur raisonnement sur des rapports, des réflexions ou des actualités qui sont biaisées. Parce que là, l'émission que je t'ai mise, elle est récente, hein. Et la semaine dernière, il y a eu des grosses décotes sur les SCPI. Et personne ne va t'en parler en fait. Personne ne va te parler de ça. Parce qu'en fait, ils n'ont pas d'intérêt à te le dire. Eux, leur but, c'est que tu en achètes. Et le pire, maintenant on va pousser le reste de la réflexion, c'est que la décote de SCPI, elle est présentée comme une opportunité financière. Parce qu'en fait,
bien évidemment qu'on va te dire, c'est le moment de rentrer, ça a décoté. Sauf que ce qu'on oublie de te dire, c'est que tous ceux qui sont rentrés avant, ils ont perdu de l'argent avant toi. Donc, maintenant, tu vas peut-être poser une question, tu vas dire, mais oui Nicolas, c'est vrai, comme ça a décoté, ça vaut peut-être le coup. Oui, mais ça va décoter jusqu'à quand? Et la décote, elle est réelle ou elle n'est pas réelle? C'est-à-dire que, est-ce qu'on a décoté par rapport à un prix qui était raisonnable ou est-ce qu'on a décoté sur un prix qui est tellement déraisonnable qu'on va encore décoter? Et en fait, finalement, qu'est-ce que possède réellement cette SCPI pour avoir décoté comme ça? Et finalement, ce qu'elle possède, est-ce que c'est réellement revendable? Est-ce qu'on va réellement s'en sortir? Tu comprends? Donc quand tu commences à rentrer dans ce raisonnement et à réaliser à quel point ça peut être vérolé tout ça, tu te dis en fait mieux vaut pas y aller. Et ça revient à ce que je te disais tout à l'heure. En fait, si tu n'as qu'un travail, si tu as juste un travail en CDI, en fait tu n'as pas de travail. Tu commenceras un travail quand tu auras 2 boulots. Quand tu auras un travail et un temps de ta vie perso qui est dédié à de l'investissement qui représente un temps de travail. Tu travailles 35 heures chaque semaine, tu alloues 35 heures à l'investissement en parallèle. Et là, tu commences à travailler 70 heures par semaine et tu commences à travailler. Tu vois, à 70 heures semaine, tu commences à bosser. Ok? Donc certes, je te mets le niveau un petit peu haut, mais le but, c'est que tu aies des résultats. Moi, mon but, c'est de te faire gagner de l'argent. Donc rappelle-toi, tu veux gagner de l'argent, tu dois toujours avoir un contrôle direct là où tu places ton argent. Ça veut dire que tu dois toujours pouvoir prendre toi-même les propres décisions pour ton pognon. S'il y a quelqu'un entre toi et ton pognon, tu ne mets pas ton argent là-dedans. Like, partage cette émission, partage-la vraiment à tous ceux qui te parlent des SCPI, à toutes ces personnes qui te donnent des conseils. Ça doit t'amener à réfléchir. Maintenant, je veux quand même conclure. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas placer son argent dans les SCPI. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas remettre en cause mes réflexions. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bonnes affaires à faire dans les SCPI. Il y a des affaires à faire partout. Moi, je ne mange pas de ce pain-là. Mais en attendant, j'espère que je t'aurai fait réfléchir sur ces sujets. Tu as sur la chaîne YouTube un live qui aura été fait en parallèle sur les SCPI parce que je voulais vraiment faire 2 émissions complémentaires sur le sujet où je ne vais pas tout à fait parler des mêmes choses. Et bien évidemment, tu peux me retrouver sur toutes les émissions que je produis tout le reste de la semaine. Et moi, je te dis à très bientôt dans un prochain podcast. Salut!